Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. On va s'intéresser à cette fameuse Coupe du Monde au Qatar qui suscite la polémique. Faut-il la boycotter? On en parle avec Thomas Koch, l'un des patrons d'un café mythique à Saint-Gilles qui a choisi de ne pas diffuser les matchs. Et avec Marc Tarabella, député européen, qui a décidé de boycotter le boycott. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et tout d'abord, je vous présente Thomas Koch. Merci d'être avec nous. Vous êtes le patron ou l'un des patrons du fameux café de la Maison du Peuple sur le parvis Saint-Gilles. Alors, vous avez une terrasse grande comme un terrain de football, mais il n'y aura pas de téléviseur pour suivre la Coupe du Monde. Ça a été un choix évident pour vous? Oui. Le choix s'est imposé excessivement rapidement. À partir du moment où on a commencé à recevoir des messages sur nos réseaux sociaux nous demandant dans quelle mesure est-ce qu'on allait diffuser, quel match, quels seront les horaires, quelles seront les conditions. Lorsque ces questions ont commencé à affluer, très rapidement, on s'est senti excessivement mal à l'aise au regard de tout ce qui se passe, depuis 2010, depuis l'attribution jusqu'à aujourd'hui, à la veille de la Coupe du Monde. C'est un peu l'accumulation qui vous a convaincu qu'il fallait bouder cette Coupe du Monde, l'attribution, le mode d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, les conditions de travail des ouvriers. C'est exactement ça. La liste, on la connaît. Les nouvelles affluent de toutes parts. Tous les médias jouent leur rôle dans la révélation de toute une série de choses qui sont absolument abominables. Et donc, la coupe est pleine pour nous. C'est une accumulation de choses qui ont fait aujourd'hui, qu'on s'est dit, aujourd'hui, c'est pas possible. Le Café Maison du Peuple ne peut pas décemment, selon nos valeurs, diffuser la Coupe du Monde. Mais dans la presse écrite, vous avez eu des mots quand même très très forts. Cette Coupe du Monde, elle va se jouer sur des ossements, sur un cimetière, avez-vous dit? Oui, c'est pas vraiment moi qui l'ai révélé. Je crois que c'est le Guardian, dans son article de 2021, qui a arrêté le compte en 2020. Donc on ne sait pas encore ce qui s'est passé pendant les 2 années et demie qui ont suivi, mais quand on voit le cynisme, quand on voit les conditions de travail, quand on voit, on en reparlera au cours de l'émission, mais tout ce qui s'accumule, oui, je crois que faire la fête autour du football dans des conditions pareilles, nous, on ne s'en sent pas capable. Et vous en avez parlé avec vos clients, ils sont plutôt d'accord avec votre décision? Oui, on a eu un soutien magnifique de nos clients. On va dire 90%. 90% comprennent, 90% nous accompagnent, 90% nous soutiennent. Après, il y a encore quand même des personnes qui sont opposées à ce... On ne va pas parler de boycott, on va parler plutôt d'un refus de diffusion en nos murs. Là, on va vraiment avoir des personnes qui vont nous considérer comme hypocrites, qu'on se réveille un peu tard, et d'autres qui sont purement et simplement fâchés de ne pas pouvoir assister à leur sport favori dans leur café favori. Mais ça veut dire que c'est une perte financière pour vous de ne pas diffuser ces matchs? Et ça, c'est un choix assumé également? Oui, complètement. On perd les années de Coupe du Monde. On diffuse la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe depuis 15 ans. C'est un chiffre d'affaires qui est multiplié par 2, grosso modo, les années de grande compétition. Donc ça a été un sacrifice financier qu'on a dû consentir. Au lendemain d'un Covid et en plein milieu d'une crise énergétique qui, par ailleurs, a contribué à cette décision aussi. Mais c'est un sacrifice qui vaut la peine. Et vous en avez parlé avec les autres cafetiers, les autres responsables des bistrots voisins sur le parvis. Quelle est leur position? Oui, alors je crois que les positions sont variées. On est suivi par une grande majorité d'établissements qui peut-être soit ne le diffuseraient de toute façon pas, ou alors qui prennent la décision de ne pas le faire. On a des voisins qui, par contre, eux, assument pleinement le fait qu'ils vont diffuser la Coupe du Monde, tous les matchs, et continuent à travailler normalement. On ne juge absolument pas. On trouve ça tout à fait sain que tout le monde puisse avoir un avis différent sur la question. Et on encourage nos
nos collaborateurs à pouvoir le faire s'ils en ont envie. Alors, on va accueillir maintenant Marc Tarabella, qui est député européen dans le groupe socialiste, qui est coprésident également du groupe sport ici au Parlement européen. Merci Marc Tarabella de nous rejoindre. Bonjour. Il faut ajouter que vous êtes aussi le bourgmestre d'Antibes dans la région liégeoise. Et alors vous avez décidé de boycotter le boycott. Expliquez-nous. L'explication est simple, j'ai entendu M. Koch très attentivement et je peux évidemment partager une certaine indignation par rapport à ce qui s'est passé au Qatar. Et aux conditions d'attribution, on va remonter jusqu'en 2010. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on se fixe sur une image qui est vieille de quelques années. Et moi, au sein de ce Parlement, j'ai milité pour l'amélioration des droits des travailleurs. On s'y attelle depuis longtemps. Le Parlement européen a fait des résolutions sur ces sujets, a interpellé la FIFA, a fait des réunions. Les ONG ont travaillé, des journalistes ont travaillé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est ce qui est aujourd'hui méconnu du grand public et qui fait que ma position est sans doute considérée comme courageuse. Étant socialiste, moi, et en plus fils d'ouvriers immigrés, le droit des travailleurs migrants, ça me parle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Qatar est le seul pays du Golfe arabique où il y a beaucoup de travailleurs migrants, notamment en Arabie Saoudite, mais aussi au Bahreïn, mais aussi au Koweït, mais aussi aux Émirats arabes unis. Et en fait, c'est le seul pays qui a entamé de vraies réformes depuis quelques années. Ils ont abandonné la kafala, c'est le système de confiscation du passeport et de dépendance du travailleur qui l'empêche d'avoir une liberté de circulation. Ils ont instauré un salaire minimum qui est, soit dit en passant, dans la construction, plus élevé qu'en Roumanie et en Bulgarie, deux pays de l'Union européenne. Ils ont aussi instauré, par exemple, l'abolition des heures de travail pendant les mois les plus chauds, juin, juillet, août, entre 10h le matin et 15h30. On ne travaille plus sur les chantiers dans ces heures-là, dans les mois les plus chauds, où la température peut atteindre 47-48 degrés. Et donc, il y a aussi, effectivement, donc ce progrès a été fait. Et dire aujourd'hui, vous n'avez rien fait, avoir un langage unilatéral en se rappelant des drames qu'il y a eu, ça, il ne faut pas les nier. Et le Qatar n'est pas un pays aujourd'hui parfait, ils le savent eux-mêmes. Et on continue à faire pression pour qu'ils continuent après la Coupe du Monde, qui n'est qu'une étape pour eux. Je dirais, annihiler leurs efforts, ça fait le jeu des radicaux, des conservateurs, qui n'entameront jamais aucune réforme. Et même au Qatar aujourd'hui, ils sont étonnés de cela, parce qu'ils ont fait des efforts qui sont reconnus, pas par moi, par l'Organisation internationale du travail, qui a pu ouvrir un bureau à Doha, seul pays du Golfe arabique où il y a un bureau de l'OIT, et où ils ont eu un dialogue permanent avec les autorités, un accès aux chantiers pour améliorer les choses. L'Organisation internationale des syndicats reconnaît le travail qui a été fait et qu'il faut continuer, évidemment. Il faut continuer à faire pression et les accompagner. Mais Marc Tarabella, ce ne sont pas des réformes sur papier. Non, pas que sur papier. Est-ce qu'elles se concrétisent vraiment dans le quotidien des travailleurs? Il y a encore des problèmes, mais quand on me parle d'un exemple qui ne fonctionne pas, je rappelle qu'il y a des entreprises qui n'ont peut-être pas envie de changer non plus. Et je rappelle que dans notre pays, la prison de Marchand-Famenne a été construite à un moment donné par des ouvriers roumains qui n'ont pas été payés pendant 4 mois. Oui. Que les gares de chemin de fer, y compris celle qui est ici, la gare Luxembourg à Bruxelles, il y a 10 ans, étaient nettoyées par des Roumains, encore eux malheureusement, illégaux la nuit, pour un salaire de 300 € par mois. Ils étaient exploités à cause d'une chaîne de sous-traitance. Et donc il faut des contrôles. Et les réformes ont été mises sur pied. Il y a des cours et tribunaux maintenant qui jugent les conflits du travail. Les travailleurs, même si les syndicats ne sont pas encore autorisés, c'est peut-être une étape supplémentaire à franchir, mais ils peuvent se regrouper par ethnie, ils sont représentés, dialogue avec les patrons, avec les autorités. En fait, ce que vous dites, c'est pas parfait au Qatar, mais c'est encore pire ailleurs, en Arabie Saoudite. Ce que je dis, c'est qu'ils ont fait des efforts aujourd'hui. Il faut qu'ils continuent après la Coupe du Monde. Moi, je m'inquiète beaucoup des travailleuses domestiques qui, elles, sont cachées dans des palais. Il faut augmenter le droit de tous les travailleurs, et notamment les femmes qui sont des travailleuses domestiques. Mais le Qatar a fait des réformes. C'est un pays qui a fait ses réformes. Les autres, aujourd'hui, regardent ce qui se passe. Et une entreprise belge comme B6, par exemple, il y a aussi une allocation qui est due aux travailleurs maintenant pour le logement et pour la nourriture. B6 a eu un comportement exemplaire à cause des lois, ou grâce aux lois plutôt, du Qatar. Mais quand ils travaillent aux Émirats arabes unis, ils emploient les mêmes standards. Et donc, il faut espérer qu'à l'avenir, ça fasse tache d'huile. Si on donne le signal qu'on rejette ce qui a été fait, franchement, c'est un encouragement aux conservateurs de toute cette zone et de partout ailleurs de dire ce qui a été fait comme réforme, ça ne vaut rien et donc on ne s'en préoccupe pas. Moi, je trouve que c'est un mauvais signal et il faut avoir cette position, je pense, courageuse parce que je ne fais pas partie probablement d'une majorité, c'est plus confortable, mais je respecte votre position parce que votre motivation, elle est évidemment très saine. J'ai la même. Mais moi, je vois le film de ce qui s'est passé pendant 7, 8 ans, 10 ans et je me dis, il y a une évolution. Saluons-la.
et j'espère qu'elle va continuer dans le futur et que les autres pays vont enclencher le même mécanisme pour améliorer le droit des travailleurs. Convaincu, Thomas Cook, vous allez vite acheter des téléviseurs pour diffuser les matchs maintenant? Directement. Non, malheureusement, on va rester sur nos positions, même si je comprends tout à fait bien vous êtes un homme de terrain, vous connaissez vos dossiers, nous sommes des bistrotiers, mais depuis quand même, depuis déjà le choc de l'attribution en 2010, parce que ça a déjà fait jaser en 2010, et je crois qu'on doit aussi parler de la FIFA, qui reste quand même une organisation relativement dysfonctionnelle, avec toute une série de déclarations excessivement cyniques, justement par rapport aux améliorations des conditions de travail. Il y a aussi un énorme travail à faire de ce côté-là au niveau de la FIFA. Sur les augmentations du salaire minimum, mais on parle quand même d'1 € de l'heure dans un pays où le salaire par tête est un des plus élevés au monde. Donc, un ouvrier qualifié du bâtiment peut atteindre aujourd'hui 500 € par mois. Je dis c'est plus élevé qu'en Roumanie et en Bulgarie, c'est le salaire de la Slovaquie. Et donc, on vient de très bas, évidemment. Mais Thomas Cook faisait allusion à la FIFA. Il faut quand même rappeler que vous êtes un des premiers, précisément, à avoir dénoncé le mode de fonctionnement de la FIFA. Vous aviez même, à l'époque, créé un groupe pour revendiquer une nouvelle FIFA maintenant. Hein, c'était le nom de ce groupe. Et vous militiez à la fois pour une réforme de la FIFA, mais à l'époque pour retirer la Coupe du Monde au Qatar. Alors vous dites décision courageuse, vous avez un petit peu retourné votre veste. Mais j'ai évolué. Non, je ne retourne pas ma veste. Elle a évolué, la situation. Effectivement, j'ai dénoncé très fort. Et ce que vous dites est très vrai. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez dit. Parce qu'il y a une situation qui était déplorable au départ. Et tout au début, les réformes ne se sont pas enclenchées tout de suite. Mais c'est la pression de politiques comme nous au Parlement européen, mais pas uniquement. Il y a les parlements nationaux, la Chambre en Belgique, c'est aussi soucier du problème. Mais aussi des syndicats, des ONG, des journalistes. Et pression sur la FIFA, on l'a fait. Il y a eu des réunions de travail en dénonçant cela. Mais les progrès ont commencé d'être faits et de manière assez spectaculaire en 7-8 ans, progressivement, pour arriver à quelque chose qui aujourd'hui est salué, je le répète, par l'Organisation internationale du travail, par certaines ONG, y compris Amnesty International, qui reste très critique, et c'est tant mieux, parce qu'il faut continuer la pression. Puisque tout n'est pas parfait, il faut continuer à essayer d'améliorer les choses. Mais donc, ce que vous dites, c'est que finalement, la Coupe du Monde a permis de jeter un coup de projecteur sur la situation au Qatar. Je pense que les progrès n'auraient pas été aussi importants s'il n'y avait pas eu d'organisation de la Coupe du Monde là-bas. Je ne dis pas que c'était une bonne chose, je sais qu'il y a les aspects climatiques aussi qui interpellent, même si les déplacements sont très courts pour la première fois dans l'histoire des Coupes du Monde, et ils se feront en bus électrique sur place. Mais c'est vrai que toutes les compétitions internationales génèrent des déplacements des supporters et des sportifs vers le lieu de compétition, évidemment. Et la FIFA, elle a évolué également parce que là, on sait quand même que... Je le pense, parce qu'il y a des comités d'éthique qui ont été créés à l'époque. Alors c'est vrai que ça évolue, il y a des résistances évidemment à certains moments, mais de l'intérieur, on peut dire aussi, mais ça est moins connu, parce que il y a aussi le FIFA bashing. Hein. C'est facile de parler des institutions internationales, mais on s'est adressé aussi au Comité international olympique, qui a quand même désigné, parfois, et encore maintenant, on est en train de le faire avec les Jeux d'Asie d'hiver vers l'Arabie Saoudite. Bon, la Chine et Sochi, en Jeux d'hiver, c'était quand même Pékin, c'était quand même pas des désignations, je dirais, qui étaient exemptes de tout reproche. Et donc, il y a eu ces pressions. Et des réformes ont commencé à être faites, et notamment au sein de la FIFA. Mais Sepp Blatter, qui était le patron de la FIFA à l'époque de l'attribution, disait la FIFA n'est pas corrompue, mais il y a peut-être certains de ses membres qui le sont. Mais quand on regardait de près, 22 membres sur les 24 de la FIFA étaient poursuivis pour des actes de corruption. Mais le problème, c'est que la désignation est faite peut-être par un trop petit nombre de délégués, et que forcément, plus le mode de désignation est soit transparent, soit dans les mains de beaucoup plus de monde, le processus peut être plus respectueux de règles de déontologie. Thomas Cook, ce que vous dites aussi, c'est que c'est une aberration écologique, cette Coupe du Monde. La plupart des matchs vont se jouer sur des stades climatisés, alors qu'il y a une crise énergétique en Europe, à Bruxelles notamment. Oui, bien sûr, ça nous touche directement. Je crois que tout le monde sur ce plateau et en dehors, on est en plein dedans. Et c'est clair que quand on voit les moyens mis en œuvre dans les stades pour passer de 50 à 19 degrés, on ne va pas dire que c'était beaucoup mieux pendant les Jeux Olympiques à Doha. Ce n'est pas le cas du tout. Mes informations,
Pendant. Il ne vous aura pas échappé que la Coupe du Monde n'a pas lieu en été pour la première fois de son histoire depuis 1930. Elle a lieu en novembre parce que la température moyenne est entre 27 et 33 degrés. Et il n'y aura pas de climatisation, il y aura de l'air frais un peu pulsé pour faire un peu baisser la température dans les tribunes. Mais Marc Tarabella, alors tous ceux qui dénoncent l'aberration écologique de l'organisation de cette Coupe du Monde se trompent Je ne dis pas qu'ils se trompent, mais aujourd'hui, il ne faut pas. On pense trop à ça. Et là aussi, je fais un discours courageux. Dans ma commune, on vient de faire une piscine à 6 communes avec le collège Saint-Roch-Ferrières. Ouais. Les enfants vont, après 10 ans, pouvoir retourner à la piscine. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on reçoit comme SMS? Parce que les réseaux sociaux, c'est bien beau, mais c'est quand même une majorité de gens un peu frustrés, généralement, hein, qui sont plus facilement vers un discours négatif que positif. On nous reproche d'ouvrir une piscine à cause qu'il y a la crise climatique, alors qu'on n'apprend plus à nos enfants à nager depuis 10 ans. C'est ça, c'est aberrant. Et ça m'interpelle. Donc, le climat, c'est important, évidemment. Mais est-ce qu'on doit tout critiquer sous l'aspect uniquement climatique? Moi, je suis pour les réseaux sociaux. Ce qui a généré, en tout cas, ma présence sur ce plateau, c'est une annonce de diffusion la plus sobre qui soit, annonçant qu'on ne diffusera pas la Coupe du Monde. On reçoit, sans avoir mis un centime de sponsoring sur ce poste, 131 000 commentaires positifs. Ce ne sont pas tous des frustrés. Ce sont des gens qui aussi se reconnaissent dans ces arguments. Non, mais là, vous avez entièrement raison. En respectant votre choix, hein, moi je respecte votre choix, je dis, mais le football aussi, alors je sais qu'il y a tous ces aspects, vous avez raison de les évoquer, et compte tenu du progrès qui a été fait, écoutez, la Coupe du Monde a lieu maintenant en hiver, essayons, la compétition est quand même celle qui fait le plus rêver les amateurs de football, et notamment les jeunes. Et la regarder collectivement, c'est quand même plus agréable que tout seul chez soi devant sa télé. Donc vous fermez, et c'est votre droit le plus strict. J'espère que d'autres vont ouvrir et qu'ils auront certainement plus de succès. Dans votre ville, à Antibes, par exemple, on va sortir les lampions. Nous, non, les lampions, on fera attention, mais on ne l'a jamais organisé. Mais il y a des cafés locaux qui le font, et moi, je les encourage à le faire. C'est mieux de fermer le chauffage chez soi et d'aller voir le match au café à plusieurs. Votre position, elle tient aussi du fait que les gens qui travaillent dans les bars, dans les restaurants, dans les cafés ont subi une crise très forte. L'Horeca a subi une crise. Le mois de novembre n'est pas le mois le plus rémunérateur. Oui. L'Horeca a subi une crise terrible, mais qu'ils en profitent aujourd'hui d'essayer d'avoir des gens chez eux qui viennent non seulement soutenir leur activité, mais surtout regarder un match, surtout ceux de la Belgique, en espérant qu'elle aille le plus loin possible, ensemble. C'est quand même plus agréable que, tristement, le soir chez soi tout seul devant sa télé. Thomas Coq, vous n'êtes pas anti-foot parce que vous diffusez les matchs de l'Union Saint-Gilloise, je pense. Alors on ne diffuse pas les matchs de l'Union Saint-Gilloise, on l'a sponsorisé en 2016 avec un autre établissement, mais on est fan de foot. On est fan de foot, on a toujours diffusé des événements tels que l'Euro ou la Coupe du Monde auparavant, et on aurait dû aussi clairement peut-être se poser des questions un peu plus tôt, et je suis ravi qu'aujourd'hui on puisse le faire. Par contre, on ne diffusera pas cette session-ci parce que le foot, ce sont des valeurs aussi. Ce sont des valeurs, sont des valeurs qui aujourd'hui aussi, on n'en a pas parlé lorsqu'on parlait des droits des travailleurs, certes, mais aussi des droits des LGBTQIA+. Quand je vois les dernières déclarations du nouveau Premier ministre anglais, qui demande aux personnes homosexuelles de faire un peu attention à ne pas être trop, à pas faire trop de vagues, pas trop de bruit dans les travées des stades ou pas afficher de drapeaux multicolores, on a quand même encore un fameux problème. Pour revenir aux alternatives, parce qu'il y en a, on continuera à faire la fête à la Maison du Peuple, on continuera à organiser des concerts, des DJ sets, des conférences. On a été contacté par toute une série d'organisations pour remettre le débat dans le bistrot. C'est ça que, en fait, c'est ça notre objectif maintenant pendant les 64 matchs de la Coupe du Monde. Ça fera 6000 minutes de plage horaire qu'on va essayer de remplir au travers justement d'informations, de débats qui peuvent être contradictoires. Et c'est de remettre justement ces discussions dans le bar, là où ça peut appartenir. Vous inviterez Marc Tarabella. Avec plaisir, avec plaisir. Et je crois que justement, plaisir, parce que le débat est important et malheureusement, c'est ce qui a peut-être manqué dans les années. Entre 2010 et maintenant, on est finalement peu à s'être préoccupé de cette situation. Et aujourd'hui, on écoute certains. Oui, et l'article du Guardian que vous mentionnez, ils ont reconnu qu'ils avaient
grossit le chiffre Ouais, on de ceux parle qui sont... de 6500 morts. Amnesty reconnaît également que ce chiffre est peut-être grossi. Mais enfin, c'est pas parce Mais ceci dit, 1000 c'est 1000 de trop. Voilà. Hein. Mais aujourd'hui, le taux de mortalité sur les chantiers au Qatar, il faut savoir, est inférieur à celui de l'Italie, en tenant compte du nombre de travailleurs engagés, et quasi comparable à celui de la France. Donc il y a eu progrès. Et ça, il ne faut pas le mésestimer, parce qu'alors on donne un signal, je le répète, on donne un signal négatif à l'égard de ceux qui veulent changer les choses, et on encourage ceux qui ne veulent rien changer et qui veulent continuer à exploiter les travailleurs. Thomas Cook faisait allusion aux droits des LGBT+, les minorités sexuelles, qui ne sont pas vraiment respectées au Qatar. Les Diables vont avoir un brassard aux couleurs arc-en-ciel, aux couleurs précisément de la défense des droits LGBT. Ça, c'est une bonne idée Sans doute oui, parce que c'est vrai que c'est une question. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas demander à certains pays de faire l'effort que nous avons fait pendant des années, où nous sommes arrivés à des standards, et surtout en Belgique d'ailleurs, qui est un combat légitime. D'ailleurs, j'étais le ministre de la Jeunesse qui a reconnu la première organisation telle qu'elle de jeunesse à l'écoute des jeunes homosexuels. C'était en 2008. Et donc, c'est évidemment un combat légitime. On est certainement au sommet, au leader dans les pays au niveau mondial. Il faut inviter d'autres à faire pareil, mais on ne peut pas leur demander de faire le même cheminement que nous du jour au lendemain, parce que les spots du monde entier vont être braqués sur ce pays. Ils doivent le faire. Et probablement que la sensibilisation, le brassard ou tout geste plus que symbolique va contribuer sans doute à l'avenir à augmenter leurs droits, et ce qui est légitime évidemment. Justement, qu'est-ce qui va se passer après? Que va-t-il se passer une fois que tous les yeux seront rivés ailleurs? Bonne question. Je l'ai posé moi-même aux dirigeants que j'ai reçus ici au Parlement européen en disant, j'ai posé la question des LGBT, évidemment, et de leurs droits, mais aussi, qu'est-ce qui va se passer après la Coupe du Monde? Et en fait, pour eux, c'est pas du tout une fin en soi, la Coupe du Monde. C'est une étape. Le Qatar s'est placé sur la carte du monde comme étant un pays un peu faiseur d'accords parfois entre des belligérants, entre les pays ayant des problèmes entre eux. Et ils se sont placés sur la carte du monde. L'organisation de la Coupe du Monde est une étape fondamentale qui attire tous les spots du monde entier, ou presque tous, peut-être pas tous, sur la réalité. Mais après, ils vont continuer. Ils doivent, et c'est à nous aussi de continuer à être attentifs à ça. Le boycott diplomatique, Marc Tarabella, la plupart des partis politiques en Belgique ont déclaré qu'ils n'enverraient personne au Qatar, à part Georges-Louis Boucher, je pense, ou c'est un des rares en tout cas. Vous aimeriez l'accompagner au Qatar ? Mais je n'irai pas au Qatar parce que d'abord, je n'ai jamais été voir un match de Coupe du Monde. Je suis passionné de foot. Depuis 1974, je vois les Coupes du Monde. À l'époque, je ne loupais aucun match. Maintenant, c'est compliqué avec le travail, qui est quand même prioritaire. Mais je ne pense pas aller au Qatar. J'irai plutôt dans les cafés qui permettent de voir. Et ici, à Bruxelles, il y a le choix. Mais aussi à Antibes. Les Portugais, j'irai les voir à Poulseur, dans ma région. Mais clairement, le boycott diplomatique, là, je pense que c'est pas opportun. Je crois qu'il y a eu une proposition que si la Belgique va en demi-finale, c'est le Premier ministre peut y aller. Si on va en finale, c'est le roi. Quelle proposition saugrenue d'un ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas, à poisson d'avril, je l'aurais cru quand je l'ai entendu, mais non, je pense qu'à un moment donné, on y va ou on n'y va pas. Le boycott sportif, jamais. Un sportif ne doit jamais être pris pour otage d'un choix pour lequel il n'est pas responsable. Et la question du boycott diplomatique se pose dans toutes les capitales européennes. Hein. Oui, mais singulièrement chez nous. Avec des solutions parfois un peu saugrenues. Donc, qu'il y ait une délégation restreinte parce qu'effectivement, les déplacements. Aujourd'hui, tout le monde a difficile de remplir sa cuve à mazout, a difficile de payer le gaz et l'électricité. Et précisément donc, pas une délégation pléthorique, certainement, mais que la tête de l'État soit bien représentée. Premier ministre, souverain quand il y en a un, président de la République, ministre des Affaires étrangères, ministre des Sports, ça me semble tout à fait normal. Et précisément, le fait que le Qatar a du gaz, ça vous incite peut-être à être un petit peu plus gentil avec les autorités de ce pays? On ne peut pas non plus être hypocrite. À un moment donné, je l'ai dit hier à un collègue écologiste avec qui je débattais, si on continue à faire cela et à boycotter, à qui va-t-on aller chercher du gaz? On ne peut plus en Russie, on ne peut plus au Qatar. Il n'y a qu'avec la Norvège alors qu'on peut dialoguer. À côté de vous, Marc Tarabella, 2 questions, 2 enveloppes, l'une avec une bonne question, l'autre avec une mauvaise question. Vous avez pris la mauvaise question, l'enveloppe rouge que vous lisez à haute voix et sans crainte. Les Diables iront-ils en demi-finale? Je souhaite sincèrement qu'ils aillent plus loin, parce qu'ils doivent faire mieux que la dernière fois, ce sera compliqué. L'équipe est peut-être moins performante, et donc, mais aller en finale, j'espère qu'ils iront le plus loin possible, et qu'au moins ça apporte un peu de joie dans la grisaille hivernale et je dirais la grisaille
de l'actualité ambiante. Thomas Cock, on a bien compris qu'il n'y aurait pas d'écran rediffusant la Coupe du Monde dans votre café, dans les salles, mais allez, avouez, en cuisine, il y aura des petits téléviseurs. Ah non. Là, je suis embarqué dans quelque chose que je ne contrôle plus. Moi, je ne regarderai pas cette Coupe du Monde, malgré que ça me fasse un peu saigner le cœur. Même en cachette. Même en cachette, je vais essayer d'être droit dans mes bottes. Pour les Coupes du Monde prochaines, on se posera la question. On restera attentif. Je crois que maintenant, vous parliez qu'un boycott diplomatique était compliqué, un boycott stratégique, ça va être ardu également. Qu'est-ce qui reste? Il reste le boycott citoyen, il reste le boycott de la société civile, qui est, j'ai l'impression aujourd'hui, le seul à pouvoir justement ouvrir le débat. Et que si on laisse couler les choses, on ne se posera aucune question dans les futures organisations de grands événements, que ce soit le CIO, que ce soit la FIFA. Je ne partage pas votre point de vue parce que le débat, on l'a eu ici. Je voulais quand même expliquer en quelques dizaines de minutes. Parce qu'on s'y oppose. Mais non, pas du tout. Maintenant, vous vous y opposez. Mais moi, il y a 10 ans que je travaille là-dessus et qu'on a eu des mots très durs à l'égard de la FIFA, des autorités du Qatar, et qu'on a eu des vrais dialogues avec les syndicats, etc. Et donc, les choses ont progressé. Et vous l'annihilez. Vous donnez raison à tous les gens qui n'ont envie de rien faire, parce que même quand quelque chose est un progrès qui doit continuer à l'avenir, tout n'est pas parfait au Qatar, évidemment, alors vous donnez le signal à tous les gens qui ne veulent rien faire, rien changer vers plus de progrès social, de dire ça ne sert à rien de le faire, parce que les Européens, ils sont incapables de l'apprécier. Eh bien, on poursuivra ce débat au café de la Maison du Peuple, sans faute, bien sûr. Merci Thomas Cock, merci Marc Tarabella. Plaisir. On sera là. Merci Marc Tarabella de vous être arrêté à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.